proposer une communication qui s'intitule du court au long, ce qui est désiré et ce qu'il faut réinventer. Merci à toi. En écrivant cette intervention, j'ai pensé à quelques personnes. Donc je me suis adressé à elles, je m'adresse à elles. Quelques personnes avec qui souvent je parle de ce que nous écrivons, de ce que nous traduisons, de ce que nous inventons. Mais je voudrais la dédier plus spécialement à Patrick Berard-Valdois, dont Remue.net et Poésie Bao fêtent cette année le 30e anniversaire de la parution de Allemande, qui est le premier volume du cycle des exils, cycle dont le 6e volume, Gage aux migrantes, 385 pages, est paru chez Flammarion l'année dernière. Le volume suivant est en préparation. Patrick, quand je lui ai parlé de notre colloque, a été tout surpris et heureux que des universitaires travaillent sur le poème long. Il m'a fait cette remarque: « Ah, quand même, nous sommes peu nombreux à le pratiquer, le poème long. » Cette remarque vaut seulement pour le chant poétique français, et pour un certain temps, pour une certaine époque, disons le 2e, 20e siècle et le contemporain. Il exprimait ainsi un certain sentiment de solitude. Et c'est vrai, nous sommes peu nombreux, mais quand même, nous sommes quelques-uns. Quant au sentiment de solitude, je l'ai éprouvé moi aussi, surtout à mes débuts, dans les années 60-70. Et comment on en sort, c'est ce que je vais vous raconter. Mes premiers poèmes publiables, je les ai écrits en 70-71. Le titre du premier recueil, c'était 18 poèmes brefs. Ça se présente comme ça, leur longueur en général c'est de 6 à 8 vers. D'un bloc, pas de strophe. Disons un demi-sonnet, et compacté. Le poème que je suis en train d'écrire, Climat au pluriel, comprend pour l'instant environ 90 strophes. Je pense qu'il y en aura à peu près 120 dans la version finale, soit, disons, une soixantaine de pages, 30 à 40 séquences liées et se répondant. En 1970, pour moi, c'était impensable, c'était inaccessible de parvenir un jour à écrire un poème aussi long. Pourtant, c'était ce que je voulais. C'était impossible, et ce que je veux vous raconter maintenant, ce sont donc des histoires de possibilités et d'impossibilités. Pardonnez-moi si je simplifie outrancièrement. Pas de notes en bas de page, pas de bibliographie, seulement un parcours très subjectif, comment je voyais et sentais les systèmes d'autorisation et d'interdiction qui organisent encore aujourd'hui le champ poétique, une fois de plus étroit, français. Et vous savez ce que cette configuration initiale qu'on trouve lors de sa naissance poétique oriente notre travail la vie entière. Ce qu'on entend, qui demande à venir, on sait qu'en le trouvant, qu'en l'écrivant, cela changera la géographie du chant, ces systèmes d'opposition, ces lignes de force. Et on sait que les possibilités que l'on aura établies ou installées ainsi seront ouvertes pour soi-même comme pour n'importe qui d'autre. En ce sens, ce ne sont pas nos propres moyens d'expression qu'on invente et qu'on déplace, c'est le chant lui-même. Je vais vous demander un effort d'imagination. Vous venez de pays de langue, de tradition poétique qui connaissent le poème long. Eh bien, un instant, imaginez que vous vous trouvez dans l'univers étriqué, dogmatique, ennuyeux et tout cela hystérisé grotesquement, qu'était le chant poétique français des années 60-70. On avait encore influente la lourde tradition surréaliste, locomotive traînant derrière elle les wagons du romantisme. On avait les tel quel lien stupéfiant d'arrogance, d'ignorance, sans oreilles pour entendre, sans parler de la bouche et des dégustations. On avait la poésie pleine de componction, se regardant elle-même constamment dans un miroir, d'une religiosité faussement modeste, si vous voyez ce que je veux dire,
résolument hautaine, absolument solennelle, de la poésie phénoménale, ontologique et peut-être même heideggerienne. Déjà se profilaient les poètes artistes de l'immanence plate. On avait bien sûr les révoltés à la Artaud, sans autre perspective, hurlant dans leur impasse. On avait les rhétoriqueurs nouveau style, rien. L'individu, la lamentation, le moi, l'impuissance érigée en vertu, le désespoir mutilant, automutilant, l'ironie cynique, rien qui correspondait à la vie telle que je la connaissais. Il n'entrevoyait rien du collectif, rien de la terre indifférente, non en elle-même, mais dans ce que cette indifférence induit de relation avec nous, rien des joies de lutter, etc. Rien des joies de comprendre et d'agir, compréhension et action se répondant, s'épaulant, se modifiant l'une l'autre. Sous couvert de lyrisme, une conception archaïque des femmes et par conséquent de la société tout entière. Les femmes hissées haut, très haut, donc destinées à la chute et à la boue, sous couvert d'éloge une culture du viol. De tout ce gâchis, je rendais responsable, entre autres, les formes poétiques. Vous trouvez peut-être que j'exagère, mais je défends mon métier. Ainsi donc le sonnet, plus ou moins 1,5, 14 plus ou moins 7, c'était la coutume, c'était l'évidence en ce temps-là, et il me semble que c'est encore le cas pour beaucoup de mes collègues aujourd'hui, jeunes ou anciens, dans ce pays. Peut-être cette évidence est-elle liée aux émotions et révélations adolescentes de poésie. Toujours et encore Baudelaire, Rimbaud, le sonnet, un marbre vibrant. Et quand on s'en évade, le poème en prose, mais guère plus encombrant sur la page. Et puis au fil des lectures, on se laissera peut-être impressionné par René Char, mais ce n'est guère plus long. Dans ce paysage, il y a des poètes exceptionnels écrivant des poèmes exceptionnellement longs. Paul Claudel, Saint John Perse. Mais ça n'avait pas véritablement d'influence, ça ne pouvait pas représenter véritablement des modèles pour moi, il ne me présentait aucune clé, peut-être parce que je n'avais pas fait et ne ferai jamais les longs voyages en bateau de l'un, ni non plus ne possède ce qui paraît être la haute vision de la grande propriété foncière de l'autre. La grande dimension paraissait inaccessible de ce fait, et du reste, ce ne sont pas ces atmosphères grandioses, nobles, qu'on respire dans nos révoltes, dans nos observations, dans notre désir de comprendre et voir changer le monde, plutôt que de les célébrer. Il y a encore Sandra Ars, plus proche de notre cœur. Et bien sûr, je lisais et relisais la prose du Transsibérien, la petite Jeanne de France. C'est beau. Mais le lyrisme, ce n'est pas ce que je cherchais, ça ne manque pas de toute façon. Le lyrisme, c'est comme la douleur, c'est pas la peine d'aller la chercher, elle est là, elle vient de toute façon. Et qu'elle vienne à son heure, pas trop d'en faut. Mes poèmes courts, donc, ne me satisfaisaient pas. J'ai pratiquement cessé d'en écrire en 73-74. Là, c'est le moment de prendre de l'eau. Je me répétais. Ce que j'écrivais avait de moins en moins de rapport avec ce que je voyais autour de moi. J'étais incapable de répondre à ce qui m'appelait. Je voyais autour de moi des inventions, des incidents, des humiliations, de grands rêves. Je travaillais pendant mon service militaire dans un atelier de pliage de parachutes. Et je chutais avec bonheur d'un avion qui nous larguait comme de la viande. Ce fut mon premier travail ouvrier continu. Plus tard, avec un petit groupe d'autres, dans le montage de centraux téléphoniques, fin 1976, nous lancions et tenions une grève d'intérimaires sur plus d'une quinzaine de sites. Je voyais de tous côtés surgir des poèmes possibles, ou plutôt des contrastes de mélodies, des couleurs à tout propos, des formes, ou plutôt des agencements d'événements en même temps mentaux et physiques. Et la poésie ne répondait pas.
a été infirme, limitée, empruntée, pour tout dire grotesque, risible, d'impuissance et de bêtise. J'en riais, j'étais à la fois dans la poésie et ailleurs, je buvais les paroles et les gestes, j'étais dans d'autres bains de langue que ceux des bains d'école. Quant à la poésie, pour en écrire, on verrait bien plus tard. En attendant, je continuais d'en lire, d'en étudier très attentivement. Je cherchais des espaces plus vastes, en d'autres temps, en d'autres langues. Je n'ai recommencé d'écrire de la poésie qu'en 82-83. 10 ans de silence, ce n'est pas un drame, mais tout ce temps nécessaire pour méditer des brèches, pour créer des moyens d'expression propres, les créer, les rêver. Je détestais tout ce qui en impose, cette façon pour les poètes de se situer au-dessus, de se donner l'air intelligent ou supérieur. Imposteur, et aux moyens risibles, ton oraculaire, etc. Je constatais que ce genre d'imposture allait avec la brièveté. Bon, attendez, je ne dis pas que la brièveté est toujours de l'imposture. J'exagère. Même quand on essaye de trouver des espaces larges, on a encore l'esprit étroit. Donc, à ce moment-là, j'en déduisais qu'un peu plus de longueur aurait fait tomber les effets. Je voulais me trouver dans un espace qui interdirait les effets, qui les empêcherait, qui les rendrait impossibles, dans lequel le brusque retrait incompréhensible, mystérieux et solennel serait impossible. Je détestais les interdits. Ceci n'est pas de la poésie, etc. J'étais adepte, et sérieux, croyant, du précepte selon lequel tout est de la poésie, tout peut en être. Et par conséquent, la poésie peut entrer en résonance avec tout, avec n'importe quoi, absolument tout, petit comme grand, intérieur comme extérieur, enfin, employer n'importe laquelle de ces dichotomies qui aident à penser le monde, certes dichotomie stupide, tranchante, hachante, mortelle. Dès lors, par exemple, pourquoi pas un raisonnement? J'étais sensible à la poésie des raisons. Comment la démonstration démarre de façon respectueuse, et puis les surprises et détours, les découvertes soudaines, le paysage soudain élargi par de gigantesques conséquences. La raison, ou tout ce que vous voudrez, n'importe quelle modalité d'être. Je lisais, relisais, étudiais Gunnar Ekelöf. Il est né en 1907, il est mort en 68. Très jeune. Sa trilogie, Diwan sur le prince d'Enguion, Guide pour les enfers, La légende de Fatumé, recelait pour moi une partie de la solution. Des recueils continus, construits, cohérents, combinant dans un seul récit ou ensemble de récits des rêveries, des événements, des personnages, des spéculations. Je lisais Saint Jean de la Croix. Je le lis encore. Vous connaissez La nuit obscure, le cantique spirituel. Malheureusement, en collection de poésie, aujourd'hui, vous allez trouver les poèmes édités seuls, comme si c'était de la poésie, qui conforte les croyants en une poésie céleste, spirituelle, et que les charnels ou les intellectuels, ces porcs, aillent en enfer. Ce que je lisais, en même temps, ce sont les commentaires et explications donnés par Saint Jean de la Croix lui-même, en prose, strophe après strophe, un exposé rationnel, de la rationalité dogmatique, certes, mais une rationalité, des concepts posés et se déduisant les uns des autres. Et cette prose ne détruisant pas la poésie correspondante, et la poésie ne détruisant pas la prose. J'avais ma preuve. Et raison et poésie ne sont pas antagoniques, ne sont pas définies exclusivement, et ne sont pas non plus anecdotiquement, folkloriquement liées, mais s'engendrant réciproquement. J'ai lu, relu ces œuvres, cherchant ce qui unit ces deux faces d'une même pièce. Eh bien, pas seulement la brûlure de la vision et de l'image, mais bien la liaison organique intrinsèque entre les parties, une unité de toutes les parties de l'univers, qui est en même temps d'un seul mouvement, sentie et comprise. Cette augmentation de nos perceptions, de nos visions, donnée par exemple par Saint Jean de la Croix, mais par d'autres, pourquoi fallait-il cela refuser? Parce qu'un mage vous aurait enjoint de n'appeler poésie que ce qui vient de l'inconscient? Parce que mes camarades poètes obéissent sans le savoir
aux structures intellectuelles de la société française, fin du XXe, début du XXIe, et pour combien de temps encore? Structure intellectuelle qui organise tout selon un clivage littéraire, non littéraire, qu'il faudrait faire comme eux pour faire partie de la tribu. Mais non, la forge poétique, comprimant sous haute pression des matériaux divers, ne peut-elle assembler ce qui est par force et par malheur disjoint? Eh bien, pour en rester aux joies résonneuses, puisque j'en suis là pour l'instant, pour qu'elles s'épanouissent dans le poème, il fallait bien 4 ou 5 strophes. Et pour que s'établisse le terrain sablonneux sur lequel sont tracés les signes de la démonstration, il fallait bien, avant, c'est au moins 5 strophes, 2 ou 3 strophes d'établissement, pensais-je. Et pour qu'on en goûte les conséquences, le nouveau pays à découvrir, qui en résulte bien une dizaine ou une douzaine de strophes nouvelles. Peut-être pas un poème long, mais déjà un poème moyen. Qu'est-ce qu'on appelle poème long? Il me paraît ici nécessaire de faire une petite hypothèse ou une esquisse de typologie. Nous appellerons, si vous voulez bien, un poème ultra court, le monostige ou le tercet. Le tercet qu'on appelle de nos jours, je ne sais pas pourquoi, le haïku. Ensuite, vous avez le poème court, donc c'est le sonnet plus ou moins 7. Et puis après ça, vous avez le poème moyen, mais quand on passe du court au moyen, il se passe quelque chose, on passe de l'écrit à l'oral. Et donc ce qui va nous permettre de définir les poèmes moyens et les poèmes longs, ce n'est pas forcément le nombre de vers ou de strophes, mais c'est la longueur d'énonciation, de diction, le temps que ça prend. On va donc dire un poème moyen, 5, 6, 7, 8, 10 minutes. Quant au poème long, c'est au-delà, jusqu'à épuisement physique du diseur et ennui total et désertion des écouteurs. Car même en poésie, nous avons le sens de l'infini. À l'époque, je lis encore, c'est un de mes livres de chevet, Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné. La fureur politique emplit ce volume qui tient fort dans la main. Tous les registres ici sont employés. Il a le temps, Agrippa d'Aubigné, de détailler, de démonter des complots. Par exemple, celui des duels. Comment le roi pervers, les encourageant, détruit la noblesse. Ah, on aurait le temps. Comprenez bien, ce que fait d'Aubigné me paraît plus vaste, plus porteur de possibilités que ce que fait Victor Hugo, notre ami, dans Les Châtiments. Victor reste épisodique. Je veux dire par là que ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse un épisode. Il lui donne son ampleur. Quant aux liaisons entre épisodes, elles sont dans le plan, dans l'accumulation, dans la juxtaposition. Ce que fait d'Aubigné, lui, est différent, me semble-t-il. Il relie, il met en relation. Il ne se contente pas d'accumuler mais il répète. Il explicite les articulations. Et ces articulations ne sont pas rhétoriques, mais elles donnent sa force, son dynamisme au poème entier. Elles lui donnent forme. Bon, vous saurez traduire tout ça en termes savants. Il était évident pour moi que s'en tenir à une seule échelle, la plus petite, on réduisait d'autant les possibilités d'invention, se condamnait à la répétition indéterminée des toujours mêmes bêtises. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des effets de censure qui sont liés, certes, à telle ou telle définition de la poésie, ça j'en ai parlé déjà, mais qu'il y a aussi des effets de censure par la taille du poème lui-même. C'est pourquoi le poème long est un objet de désir, est un objet d'étude. Exemple, par cette taille courte, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas le temps de construire une. Dans le poème court, il y a seulement le temps pour des allusions, des généralités. Même quand on procède par pointe, par détail métonymique, ce sont encore des généralités. Mais alors, le poème long, vous vous rendez compte, avec ses générations, ses généalogies, ses causes et ses conséquences, incroyables. Dans le poème court, il n'y a pas de nous. Le nous, enfin, pas vraiment. Il n'y a pas le temps ni l'espace pour la foule, qui n'est jamais la foule. Dans le poème court, il y a peut-être, on y arrive,
à capter une nostalgie du collectif. Mais à peine ces réalisations. On n'a pas le temps, on n'a pas la place. Tout juste, par miracle, par moment, une évocation assez vague de ça. Je sais, moi aussi, j'en ai écrit. Mais j'étais tellement heureux quand, dans le poème suivant, j'y revenais sous un autre angle, et poursuivant l'histoire, construisant de proche en proche un seul et unique poème. Lisez, c'est un exemple, Chaos d'Antoine Hémas, qui a été publié en 2004. Entendez les manifestants défilant dans la rue. Entendez la frappe répétée des tambours. J'avais devant moi un long chemin. Dans le long, le poème long, il y a des paysages, des personnages, des incidents, des histoires, des digressions, des variations, des ascensions rationnelles, des chutes spirituelles, des plaisanteries organiques, physiologiques, logiques. Et je les ai explorés séparément, dès les poèmes brefs. Et ensuite dans le deuxième recueil qui s'appelait « Poèmes faciles à lire ». Pure provocation, certains d'entre eux ne sont pas faciles du tout. Et encore aujourd'hui, je continue d'apprendre cela, des briques, des éléments du poème long. Je continue de pratiquer ouvertement le poème court. Et leurs assemblages, la fidélité à une inspiration continue de longue durée. Mais comment faire du long? Il y a toutes sortes de possibilités. Par exemple, vous prenez un poème court et vous lui ajoutez sa fabrique. C'est Ponge. La fabrique du pré. Le pré, tout seul, ça fait quoi? Une demi-page. Avec la fabrique, vous avez un gros et généreux bouquin. Faites des répétitions. N'hésitez pas à reprendre 10, 20, 100 fois le même texte, avec d'infinies variations. Ponge encore, mais n'en restez pas à Ponge. Prenez les répétitions au sérieux, comme le font les musiciens. Alors, pas seulement Ravel, Ravel éternellement damné par son boléro, mais la Montaigne, les scies populaires, les musiques hallucinatoires des moines de telle ou telle sorte, dans telle ou telle partie du monde. Et ensuite, demandez-vous ce que serait un art des répétitions qui n'enchaînerait pas, mais qui émanciperait. Car la répétition enchaîne ou délivre, selon. Et écrivez-le, selon le poème. C'est ce que j'ai essayé avec un hymne à la paix 16 fois, lequel répète 16 fois cette bascule de la guerre à la paix. Donc 16 fois, ça commence très mal avec la guerre, et 16 fois, ça finit très bien avec la paix. Comment répéter? Pourquoi répéter? Parce que le même revient. Parce que le désir et l'effort et l'accomplissement de se délivrer du retour du même, ce désir, cet effort, cet accomplissement, reviennent, eux aussi, sans cesse. Les thèmes et variations, une autre façon de construire des espaces larges dans lesquels beaucoup de choses pourront se passer. Les thèmes et variations au sens musical des termes. Je ne sais pas si c'est de cette façon-là que voulait parler hier Marie-Christine Seguin, hier matin. Il est sûr que le seul exposé du thème prend peu de place, mais si vous y ajoutez N variations, ça fait un bel ensemble. Peut-être même un simple recueil, peut-être un poème unique. J'ai ajouté 16 fois un hymne à la paix. Un hymne, 16 hymnes. J'ai écrit « Changeons d'espace et de temps ». C'est un travail préparatoire à l'hymne à la paix. Je voulais me confronter à la répétition strictement à l'identique du même, strictement du même. C'est en même temps une épreuve pour le lecteur et je pense aussi une joie. Je vais vous lire le thème, ou plutôt le réservoir de thèmes. Ça s'appelle « Musique ». Musique. Un magma qui n'est pas indifférent. Des débris qui ne sont pas n'importe quoi. Du bruit qui n'est plus le bruit. La foule qui n'est jamais la foule. Mais l'événement certain d'exister. Un chant en train de se former. Le dissemblable au semblable s'accorde, coopère, s'arrange entre eux. Le 5 est engendré par les 4. Il est ce qui les regarde.
sans arrêt. Et parce que c'est ainsi un écoulement y plonger, à n'importe quel moment, se noyer, interrompre, surnager en avalant de l'eau, s'y défaire, bafouiller, laisser rouler. Métamorphose dans le bain de son, se transformer en poisson, peau étendue, longtemps vibrante, cadencée, chanter, parce que c'est maintenant. Et la ligne de chant, maintenant, vers l'autre fois, vers le jamais, vers ce qui ne fut plus, et sera ce qu'en ferons nous, ce qui, dans sa mort, se tait. Les nuances sont vitales. Allez, on recommence. Et voici une des variations sur ce thème, titrée « Proposition ». On va d'ici bas, on s'en va, on soulève le plafond, on le laisse s'élever, partir. La pièce grandit. C'est où? C'est pas chez moi. Non, pas moi qui grandis. On ne serait plus absent. Ici, maintenant, s'étale, change d'allure, indéfiniment grande, accueille l'instant venu de loin, sonnant longtemps. Ce que chacun a vu, l'autre le voit plusieurs fois, de plusieurs côtés en même temps. L'accord se fait, se recompose en dehors de nous. Coïncidence produite à tout moment, reprise du passé, aller au futur. Alignement exact dans toutes les dimensions. Bulle, grain, foisonnement, cela. Ou encore, une autre variation, abandonner la hâte, l'impatience. Renoncer à la force, aux à-coups. Se mettre dans l'axe. Saisir bien. 1, 2, 3. Tirer. Ensemble. Glissant doux. Le long permet de créer des espaces en 3 dimensions. C'est le cas de Pépé, que vous m'avez entendu lire, Joli soir. Ces poèmes, Pépé, Changeons, mais aussi, dans une certaine mesure, Les misères et les malheurs de la guerre, d'après Jacques Callot, noble lorrain, sont des travaux préparatoires à un hymne à la paix soi. Je vous ai parlé de relative solitude dans notre étroit champ poétique français. Mais laissez-moi vous citer encore quelques vivants et publiants d'aujourd'hui, seulement quelques-uns, outre Patrick Borard-Valdois et Antoine Hémas déjà cités. Quelques-uns, je m'en tiens seulement à quelques amis et familiers de mon entourage propre, il y en a d'autres. Ivarge Favard, poète picard et picardisant, épique, dont le grand Montrufflet est paru en 41 épisodes, fin 2011, début 2012, soit 2132 vers d'un seul bloc, sans strophe. Lucien Suel, auteur d'un chef-d'œuvre écrit sur la sollicitation d'Ivarge Favard, La justification de l'abbé Lemire, le créateur des jardins ouvriers. Un poème de 42 pages, chaque page comprenant 24 tercets sur 2 colonnes, soit 1008 tercets, soit 3024 vers, si je calcule bien. Et puis, Jacques Darras, auteur de poèmes fleuves que vous avez reçus ici. Je ne sais pas pourquoi il est fleuve partout. Dans Jacques Darras aussi, il s'amuse à remonter un fleuve jusqu'à sa source. C'est peut-être un sujet de thèse pour vos étudiants. Je parlais de ça avec Vincent hier et je crois que l'idée en fait vient de lui. L'idée de la thèse vient de lui. Enfin, pour conclure, je vais vous lire ce qui pourrait passer pour un poème court et qui est la séquence finale de Climat, ce poème dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce poème de 90 à 120 strophes, et qui n'est probablement pas un long poème court selon les mots de Xavier Calque, mais enfin ça, je vais le savoir, j'en saurai peut-être un peu plus sur ce que j'écris après t'avoir écouté. Et donc ce poème qui conclut Climat et qui conclut mon intervention
s'appelle la lumière, ou plutôt commence par deux mots, la lumière. La lumière, 300 000 km par seconde, prend une journée pour parcourir le système solaire. 100 000 ans pour traverser la Voie lactée. 7 millions d'années, notre groupe local. 120 millions, notre superamas, l'Aniakea. 13 milliards 800 millions, l'univers visible. La fenêtre est ouverte. L'air est la lumière.